Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Face by Mahmoud, face Ridouane, il y est 12h. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 8 novembre 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. L'école élémentaire Face Ridouane dans la commune de Kaolack avec ses 500 jeunes apprenants souffre d'un manque d'eau depuis 3 ans. Le président du comité de gestion de l'établissement, une situation qui expose les élèves et le personnel à des risques sanitaires. Le projet de formation professionnelle PFPI lancé à Kaolack pour contribuer à l'amélioration des jeunes, un accès équitable à la formation, à l'amélioration au produit de la qualité de la formation professionnelle. Les jeux de hasard ou d'argent conduisent de nombreuses personnes en prison. D'autres vivent des situations très difficiles. Pourquoi Dieu l'interdit, disent-ils? Ndeye Cissé a posé la question au maître coranique Oustas Ndiagadjaï. Sur l'international, le président Donald Trump a nommé Suzy Wiles, la directrice de facto de sa campagne victorieuse, au poste de chef de cabinet de la Maison-Blanche, la première femme à occuper ce rôle influent. Et puis sport, passation de service au CNG, Bira Sène et Malick Ngom réagissent après l'installation officielle. Revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Seydi Haj Libas Mbaye assure les opérations techniques. L'école élémentaire de Face Ridouane est confrontée à un problème, un manque criard de liquide précieux, et cela qui dure depuis 3 ans. Les parents d'élèves ont fait face à la presse pour lancer un appel à l'IA et aux autorités. Abdoulaye Diallo, il est le président du CGE, au micro de Cheikh Tidiane Diagne. L'école élémentaire Face Ridouane souffre depuis plus de 3 ans d'un manque criard d'eau. L'école compte plus de 500 élèves. Imaginez 500 élèves pendant 5 heures de temps, vous les gardez dans une école où il n'y a pas d'eau. Ils auront sûrement besoin de toilettes. Imaginez des toilettes sans eau. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Ils passent comme ça, sans eau. Et ça peut engendrer des maladies. Si un élève a une maladie contagieuse, il va contaminer ses camarades. Peut-être il va contaminer des membres de l'équipe pédagogique. Ainsi de suite. Le quartier est contaminé, la ville. Voilà, bonjour, ça y aura une épidémie. Et c'est grave. De l'autre côté, vous obligez l'élève à rester pendant 5 heures. Et s'il sort de l'école, il n'est pas en sécurité, il est en danger, il peut rencontrer un malade mental, il peut rencontrer un chien errant, il peut rencontrer un bandit. Ce bandit peut le violer ou le violenter. Et tous ces risques, l'État est là, il regarde pendant 3 ans sans rien faire. L'IF est informé, l'IA est informé, la mairie est informée, personne n'est en mesure de rétablir l'eau. Et il nous laisse comme ça, aucune solution. Nous, parents d'élèves, on a décidé, tant que l'eau ne revient pas, il n'y aura pas cours dans cet établissement. On ferme l'école de bon, parce que les enfants, c'est les enfants de la République, c'est nos enfants aussi. On ne veut pas exposer ses enfants face à tous ces dangers. Donc l'école est toujours fermée? Elle est toujours fermée. Pas plus tard ce matin, les parents étaient là-bas. Ils ont fait sortir les élèves. Pas plus tard ce matin. On a reçu des menaces, mais il n'y a pas de problème. On gère. On ne quitte pas sur notre position. Tant que l'eau ne revient pas, l'école demeure toujours fermée. Plus de 3 ans. Je profite de l'occasion aussi pour interpeller le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous venir en aide pour que l'eau puisse revenir. On interpelle sur le même bord son premier ministre, le président Ousmane Sonko, nous venir en aide. Et on interpelle aussi les hommes de bonne volonté aussi. Personne n'est laissé en rade. Tout ce qu'on veut, c'est que le problème soit réglé le plus vite possible. Les parents d'élèves ont envahi cette école. Ils soulignent que cette situation expose également les élèves et le personnel à des risques sanitaires. Abdoulaye Diallo alerte que l'école ne peut plus accueillir les élèves dans ces conditions. Réécoutons-nous toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. La CNO est interpellée. C'est la CNO qui ne veut pas coopérer. Quand le projet a construit, tout fini, c'est un projet tout fini, à construire. D'aucuns disent c'est l'entrepreneur, d'autres disent que c'est les habitants. Mais je dis non, les habitants ne sont pas en mesure de brancher clandestinement sur le réseau de la CNO. C'est pas possible. Qu'il aille voir le responsable ailleurs. On a branché clandestinement sur le réseau de la CNO. Dès que la CNO est informée, a dépêché un huissier de justice. Il a fait constater par voie d'huissier. Après le constat de l'huissier, il a dégagé une facture de 2 022 000 francs pour l'école. Sans que cette facture ne soit honorée, il n'y aura jamais d'eau. Il faut que cette facture soit honorée pour qu'il y ait rétablissement de l'eau. Très compliqué. On a resté 2 ans. On a remercié les terres. Personne
personne n'a intervenu. Personne. On est laissé à nous-mêmes. Peut-être c'est la facturation d'une part. D'autre part, c'est des pénalités. Ça doit être des pénalités. La consommation, c'est les enfants. On n'a même pas consommé une année. La solution, c'est les bonnes volontés. C'est l'État à son plus haut sommet qui peut intervenir. Ou bien les hommes de bonne volonté. Mais c'est compliqué. Comme toutes les autorités compétentes sont informées. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. La Seine aussi n'a pas voulu coopérer. C'est un établissement public. Les sanctions ne doivent pas être de la sorte. Afin que nos enfants puissent retourner dans une école en bonne et due forme. Il y a des robinets, c'était bien installé. C'est une école flambant neuve. Tout est OK. Le projet qui a construit l'école, c'est PASEP, la coopération italienne. Il a construit une école flambant neuve bien carrelée. Il y a même le réservoir d'eau. L'école est équipée en table-banc. Tout est OK. Tout ce qui manque, c'est l'eau. Le président du comité de gestion de l'établissement, Abdoulaye Diallo, réagissait au micro de Cheikh Tijane Diagne. Le projet de formation professionnelle et d'insertion PFPI a été lancé mercredi dernier à Kaolack lors d'un CRD. Le projet prévoit créer 1000 emplois dont 70% réservés aux femmes d'ici 2028. N'est-ce pas, Lune Badara Diop? La région de Kaolack a abrité le CRD du lancement du projet de formation professionnelle et d'insertion PFPI dans le cadre de la formation des jeunes initiée par le ministère de la formation professionnelle. Madame Pascaline Djainaba Baradjissi est la directrice nationale adjointe EDC Sénégal. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est le comité de développement régional, le CRD, de lancement du projet de formation professionnelle et d'insertion PFPI, qui est financé par la Fondation Mastercard et qui est mise en œuvre par le EDC Sénégal, qui est une ONG sénégalaise qui promeut l'éducation, la formation et l'entrepreneuriat des jeunes, et qui intervient aussi dans les domaines de la santé et du renforcement des capacités de la société civile. Donc c'était l'occasion pour nous aujourd'hui de présenter le projet ici dans la région de Kaolack. Nous avons commencé à intervenir au mois de mai. On a ouvert un nouveau bureau à Kaolack au mois d'avril. Ensuite, on est passé au recrutement du personnel et la mise en œuvre est démarrée au mois d'avril avec surtout l'enrôlement de jeunes qui sont en apprentissage dans des unités de production dans la chaîne de valeur agricole. Abdoulaye Sen, conseiller technique du ministre de la formation professionnelle, revient sur l'inclusion sociale par rapport aux personnes vivant avec handicap. Bien naturellement, dans les politiques publiques, cette question-là est une obligation de prendre en considération ces couches vulnérables. Ils font partie de la population et une place, en tout cas capitale, leur est réservée. Véritablement, pour cela, le projet, comme je l'ai dit, travaillera à la déclinaison, à l'agrégation des indicateurs pour vous dire quelles sont les cibles ou bien comment est-ce que le déploiement, l'exécution va se faire. Et naturellement, comme je dis, ces couches-là, les personnes vivant avec un handicap sont bien prises en compte et dans ce projet-là, mais également dans d'autres projets, en tout cas portés par le ministère en charge de la formation professionnelle. 100 000 jeunes vont bénéficier d'une formation professionnelle dans le cadre de l'employabilité des jeunes dans notre pays de Sénégal. La région de Kaolack a abrité le CRD de lancement en présence du gouverneur de la région de Kaolack. Aline Badara Diop, la Fondation Mastercard a financé le projet à hauteur de 15 milliards selon Abdoulaye Sen, conseiller technique du ministre de la formation professionnelle, le PFPI, contribue également à l'amélioration des jeunes, un accès équitable à la formation professionnelle. Il est ici au micro d'Aline Badara Diop. Le projet d'abord a son ancrage institutionnel au niveau du ministère en charge de la formation professionnelle et tout naturellement ça contribue aux objectifs du secteur. D'abord par rapport à l'employabilité des jeunes, l'amélioration de l'employabilité des jeunes, à l'accès équitable à la formation professionnelle, mais également à l'amélioration des produits, de la qualité de la formation professionnelle. Donc particulièrement ici au niveau de la région de Kaolack, il y aura des centres d'excellence qui seront en tout cas aménagés ou créés dans la chaîne de valeur agricole. Donc véritablement, il y aura des cibles de jeunes comme la directrice adjointe du projet l'a dit, l'enrôlement de jeunes pour l'insertion quand même de 100 000. Et parmi ces 100 000-là, il y aura une part belle qui a été réservée à la région de Kaolack. C'est pourquoi nous sommes venus discuter avec les acteurs, partager avec eux les objectifs, mais il y aura un travail, en tout cas opérationnel, qui sera en tout cas réalisé avec les acteurs pour une déclinaison de la cible, en tout cas du monde ou bien de l'effectif réel par rapport à ce qui a été réservé à la région. Véritablement, nous, au niveau du ministère en charge de la formation professionnelle, ça nous permet de prendre en compte les objectifs stratégiques tels que
décliné dans le référentiel ou bien l'agenda de transformation Sénégal 2050, qui est d'enrôler ou bien de former 5 millions, en tout cas, de techniciens à l'horizon 2050. Et pour l'horizon, le SN, la stratégie nationale de développement, à l'horizon 2029, 700 000 jeunes qui seront formés, qualifiés. Donc, véritablement, ce projet entre en droite ligne avec les nouvelles orientations des autorités, en tout cas, qui sont installées dans ces pays. Donc, cette question, la lancinante question de l'emploi, de l'insertion des jeunes est prise en charge considérablement dans le cadre de ce projet, mais également dans le cadre d'autres projets également qui vont contribuer à l'atteinte quand même des objectifs. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Moumara Alilo. L'info se poursuit sur la référence. Le ministre des Forces armées s'est exprimé lors de l'ouverture du colloque scientifique organisé par l'amicale sénégalaise de la communauté du Centre d'études stratégiques de l'Afrique sur le thème « La démocratie à l'épreuve des nouveaux défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest ». Le ministre Birame Diop, que je vous propose d'écouter. De remercier le Centre d'études stratégiques de l'Afrique basé à Washington et de remercier aussi l'amicale sénégalaise de la communauté du Centre d'études stratégiques de l'Afrique pour avoir pris cette belle initiative d'organiser en l'occasion du 25e anniversaire du Centre d'études stratégiques de l'Afrique ce colloque scientifique dont le thème est d'une très grande importance parce qu'il s'agit de réfléchir sur la démocratie à l'épreuve des nouveaux défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le thème ne pouvait pas être mieux choisi compte tenu des nombreux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans notre sous-région. Des défis liés à l'extrémisme violent, au terrorisme, aux catastrophes naturelles de plus en plus qui demandent une résilience très forte, aux crimes transnationaux organisés, aux inégalités sociales avec leurs conséquences. Bref, pour ne citer que ces défis-là. Ces défis peuvent remettre en cause la sécurité de nos États et la sécurité de notre sous-région. Et comme vous conviendrez avec moi que la démocratie et la sécurité se soutiennent mutuellement. Si la démocratie s'affaiblit, bien entendu que cela aura des impacts négatifs sur la sécurité de la communauté, de la société. À l'instant, le ministre, lors du colloque scientifique organisé par l'amicale sénégalaise de la communauté du Centre d'études stratégiques de l'Afrique sur le thème la démocratie à l'épreuve des nouveaux défis sécuritaires. Selon le ministre Birame Diop, qui est d'avis qu'une approche globale qui prend en compte les aspects politiques, sociologiques et économiques, prenant en compte également la démocratie en considération comme un pilier. Si la sécurité s'affaiblit, bien entendu, ça aura également des répercussions négatives sur le niveau de démocratie. Donc nous devons travailler de manière concomitante à renforcer et notre démocratie et notre sécurité parce que les deux vont de pair. Et cela se fait au niveau national, mais aussi au niveau sous-régional, compte tenu de la transnationalité des défis. Les défis ne connaissent pas les frontières, ils sont transnationaux. Donc nos réponses doivent être transnationales. Et pour cela, nous devons mettre en place des mécanismes très efficaces, des mécanismes réduits, efficaces, réalistes, qui nous permettent ensemble, dans les sous-régions, au niveau continental, de nous donner la main pour prendre en charge de manière durable les problématiques sécuritaires. Mais cette responsabilité n'incombe pas seulement qu'à l'État. C'est une responsabilité qui incombe aussi à la société civile, à toutes les parties prenantes de nos sociétés, mais aussi à nos citoyens pris individuellement. Qui mieux que le citoyen peut prendre en charge sa propre sécurité? Donc le citoyen, de plus en plus, doit être conscient du rôle extrêmement important qu'il a à jouer dans la sécurité, mais aussi dans le renforcement des processus démocratiques qui sont en cours dans notre sous-région et qui sont encore fragiles. Voilà ce que je voulais dire et c'est sûr, compte tenu de la qualité, de l'expertise et de l'expérience de nos camarades qui participent à ce colloque, il n'y a aucun doute que les conclusions qui seront faites à l'issue de ce colloque vont nous servir à sensibiliser davantage les populations, mais aussi à faire un plaidoyer auprès des preneurs de décisions pour que ces derniers puissent prendre les décisions idoines qui permettent de créer les conditions nécessaires de promotion et de la démocratie et d'une sécurité durable.
À l'instant, le ministre des Forces armées, Birame Diop, lors de l'ouverture du colloque rapport de la Banque mondiale sur le climat, selon la directrice des opérations, le Sénégal est à la croisée des chemins avec la nouvelle vision 2050. Le rapport constitue un outil important d'appui au gouvernement pour l'identification des voies de réduction des vulnérabilités climatiques. Keiko Miwa. L'augmentation de la productivité agricole, la sécurité alimentaire et hydraulique, l'amélioration de la santé publique, l'amélioration des services écosystémiques, une meilleure mobilité, une énergie moins chère et plus fiable et la création de nouveaux emplois. Dans le sous-secteur primaire, l'action climatique pourrait générer environ 155 000 nouveaux emplois, mettant en évidence le potentiel significatif des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à contribuer pleinement à l'économie. Deuxièmement, le coût de l'inaction est élevé, mais il n'est pas trop tard. Ce que ces chiffres nous apprennent, c'est que l'inaction climatique coûte cher et menace les ambitions de développement du Sénégal. La bonne nouvelle de rapport CCDA, c'est que l'action climatique peut stimuler la croissance et réduire la pauvreté. Il n'est pas trop tard. Pour concrétiser cette ambition, permettre au Sénégal de suivre une trajectoire de croissance résiliente face au climat, le CCDA préconise de prioriser et d'accélérer les mesures de résilience et d'atténuation en fonction de leur urgence. Ces mesures devraient se concentrer sur les systèmes productifs, les villes durables, les capital humain, ainsi que sur des actions concrètes pour faciliter la transition énergétique. La mise en œuvre de ces mesures devrait contribuer à la transformation de l'économie sénégalaise vers un modèle plus productif, inclusif et durable. La directrice des opérations de la Banque mondiale, Keiko Miwa, estime que les avantages et les gains socio-économiques que de l'action climatique sont considérables, notamment l'augmentation de la productivité agricole, la sécurité alimentaire et hydrique, une meilleure mobilité, une énergie moins chère et plus fiable. Troisièmement, cela nécessitera des ressources financières importantes, notamment du secteur privé, ainsi que des approches innovantes et des réformes politiques pour assurer la à long terme. Les investissements sont estimés à 8,2 milliards de dollars sur la période 2025 et 30, soit 4,5% du PIB durant cette période, et à 10,6 milliards de dollars sur la période 2031 et 50, soit 2% du PIB durant cette période. Est-ce que c'est beaucoup? Si l'on considère que le gouvernement sénégalais consacre actuellement 4% de PIB aux subventions énergétiques, peut-être pas. Il existe de bonnes opportunités telles que les instruments basés sur le marché, la taxe carbone, le financement concessionnel et les autres instruments de financement vert dédiés. Je suis heureuse que le directeur de SFI soit également présent aujourd'hui. La SFI joue un rôle clé dans la mobilisation des capitaux privés pour l'action climatique du Sénégal. En conclusion, les trois mots clés sont l'adaptation, l'action urgente et le financement privé et public innovant. J'espère sincèrement que les efforts conjoints, les recommandations de CCDA pourront contribuer à la formulation en cours des politiques sectorielles pour réaliser un Sénégal souverain, prospère et juste à l'horizon 2050 et bénéficier aux populations les plus vulnérables du Sénégal. Ensemble, nous pouvons transformer les défis en opportunités. Faisons du Sénégal un modèle de résilience climatique et de développement durable pour l'Afrique et le monde. Le groupe de la Banque mondiale est prêt à vous accompagner. Nous partageons l'ambition Nyobok Yeni Bi. Merci, Shukran, Jerejef. Vous suivez le journal. Al-Fayda FM, la radio qui vous informe partout, que vous soyez dans le monde. En marge de la première session de DECI, de la communauté géospatiale, laquelle vise à favoriser la collaboration et l'échange d'idées entre les parties prenantes de l'écosystème géospatial, Marham Kaira, il est le directeur général de l'ASES.
Alors ce NECI, c'est la première session et qui est organisée par le projet Scène Spatiale, le GICC, dans le cadre de la communauté Géo-Sénégal et je dirais même géospatiale, et qui aujourd'hui s'active à apporter une certaine animation, un certain dynamisme à l'écosystème qui gravite autour du secteur spatial sénégalais. Et c'était tout à fait normal quand ils nous ont sollicité pour accueillir donc cette première session, que l'agence spatiale, dont le rôle également dans ses points de mission est d'aider à la mise en place et à l'animation d'un écosystème, que nous puissions accepter donc d'accueillir ce premier NECI. C'est un cadre qui est très convivial, qui permet à tous les acteurs qui gravitent autour du secteur spatial de pouvoir échanger, partager des informations et peut-être mieux collaborer dans le futur, parce que ça permet de comprendre un peu les actions qui sont menées de part et d'autre. Et nous, en tant qu'agence spatiale, nous ne sommes qu'un trait d'union qui permet à tous ces acteurs de pouvoir bénéficier pleinement de l'apport du secteur spatial, des meilleures technologies, et c'est ce que nous avons fait en acceptant d'accueillir ici au niveau de l'ASES cette première session. Nous espérons en tout cas que c'est un concept qui va porter ses fruits assez rapidement en renforçant la dynamique au niveau de cet écosystème, mais qui va être surtout perpétué et que nous puissions en tout cas veiller à sa pérennisation, parce que ça permet d'assurer l'animation de cet écosystème du secteur spatial. Le Sénégal dispose d'une agence spatiale puisque notre pays est arrivé 22e agence sur le continent africain, et l'astronome Maham Kairai, directeur général de l'agence sénégalaise d'études spéciales ASES, a mis en exergue le potentiel des données géospatiales. Les défis, quand vous commencez à créer une agence spatiale de toutes pièces, bien entendu, tout est défi, parce que c'est pas chose facile. Aujourd'hui, nous avons cette mission de faire de notre pays une nation spatiale, et ça commence par déjà donner une certaine image, une certaine crédibilité de l'agence spatiale elle-même, raison pour laquelle la première année d'existence, c'est une agence qui a tout juste 1 an, la première année d'existence a été vraiment focalisée sur l'existence physique. Il faut lui donner un siège, il faut lui donner une existence administrative, il faut mettre du contenu, et au-delà de ça, il faut faire en sorte que le monde entier puisse savoir que le Sénégal dispose d'une agence spatiale. Nous sommes arrivés 22e agence sur le continent africain, et pendant 1 an, nous n'avons pas arrêté. On a mis le pied sur l'accélérateur pour que partout à travers le monde où des rencontres se tiennent dans le cadre du spatial, le Sénégal puisse être non seulement invité, mais être considéré en prenant la parole, en présentant sa vision, la vision du chef de l'État par rapport au secteur spatial. Et c'est ce que nous avons fait. Partout où il y a eu des rencontres, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, on a eu la chance en 1 année d'imposer l'agence sénégalaise d'études spatiales à être considérée, invitée, et nous avons pu montrer l'ambition de notre pays. Cela permet aux partenaires de pouvoir se manifester rapidement, et aujourd'hui nous pouvons dire qu'en l'espace d'1 an, nous avons pu avoir l'accompagnement manifesté des meilleurs partenaires dans le secteur spatial. Bien entendu, quand vous faites cette démarche, vous vous attendez également à avoir les moyens de votre politique, et ce que nous espérons, c'est que le secteur spatial puisse bénéficier. Le président de la République l'a annoncé il n'y a pas longtemps. À l'instant, l'astronome Maham Kairai, le groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation en géomatique, avec l'appui de l'ambassade de France au Sénégal, lance la communauté Géo-Sénégal, un cadre pour les acteurs de travailler sur des orientations claires dans la gestion des données spéciales au Sénégal. Abdallah Diallo, en coordination en géomatique. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Scène Spatiale. Je rappelle juste que le projet Scène Spatiale, c'est le fruit d'une collaboration entre le GICC et l'ambassade de France qui a été ficelée il y a à peu près 1 an. C'est un projet quand même qui, sur toute la chaîne de valeur, aborde des problématiques extrêmement importantes pour le pays, notamment sur le renforcement de capacités avec le master que nous avons pu mettre en place au niveau de l'UCN. Il y a également la partie accès aux données, parce qu'aujourd'hui on parle de développement d'un écosystème entrepreneurial. Il faut quand même des intrants, et pour quand même avoir des solutions, il faut des données. Il y a également une composante d'ailleurs qui est la composante développement de l'écosystème entrepreneurial, dans laquelle nous déroulons cette activité qui est une activité par rapport à l'animation de la communauté que nous avons surnommée le NECI. En fait, c'est une activité qui regroupe pratiquement tous les acteurs, et l'objectif un peu c'est de décloisonner un peu les métiers pour que les profils, les différents profils de l'écosystème spatial puissent se parler. Je pense qu'on a eu un exercice extrêmement intéressant où les universitaires ont échangé avec les institutionnels,
professionnels qui ont échangé avec les startups. Et vraiment, c'est l'occasion pour moi, au nom du GICC, qui est présidé par le directeur général de Sénégal Numérique SA, remercier l'ASES à travers son directeur général de nous avoir bien voulu accueillir ici, dans ses locaux. Et je pense que l'ASES, qui est aujourd'hui la dernière agence qui rejoint le GICC, va apporter énormément de valeur ajoutée pour que les problématiques aujourd'hui qui ont été identifiées dans le Sénégal 2050 puissent être abordées et que le spatial puisse vraiment contribuer de manière significative à l'atteinte des résultats. La dernière composante de ce projet, c'est sur la sensibilisation, parce qu'on n'a pas aussi oublié les plus jeunes. Et le DG Maram l'a rappelé plusieurs fois lors de cet exercice, pour dire qu'il faut créer des vocations auprès des plus jeunes, parce que les jeunes sont l'avenir. Selon Abdallah Diallo, l'avenir va passer par les technologies émergentes. À part la phase 4, une autre activité sera pilotée par l'agence sénégalaise d'études spéciales dénommée Caravane de l'espace, prévue sur les 46 départements en 25 étapes. Réécoutons-le. Vraiment, en ce qui concerne le spatial, je pense que c'est des sujets qu'il faudra quand même mettre en priorité, parce que l'avenir va passer par le digital, par le spatial, par les technologies émergentes de manière générale. Alors, je pense que ça, c'est une des missions phares de l'ASES, mais que le projet Scène Spatiale quand même aborde dans sa composante 4, notamment avec le développement de kits pédagogiques que nous faisons avec le ministère de l'Éducation. Et je pense que ces kits pédagogiques vont énormément contribuer au renforcement des capacités de ces jeunes-là. Mais également, il y a une autre activité qui sera pilotée par l'Agence sénégalaise d'études spatiales, c'est la Caravane de l'espace. Et on va faire 46 départements, mais en 25 étapes. Et à 40 jours. Alors, c'est pratiquement tous les départements qui seront touchés. Et l'idée ici, c'est vraiment de faire cette caravane en mettant comme contenu le spatial, le numérique, la géomatique, et que certains sujets, notamment sur l'astronomie, puissent être abordés auprès des plus jeunes, notamment des lycées, de l'élémentaire. En tout cas, toutes les personnes qui seront intéressées par rapport à ces différents domaines pourront venir se joindre à nous, sous la coordination et le leadership du directeur général, Mme Kairé. Le spatial a toujours apporté sa contribution dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Mais on veut vraiment que l'impact soit beaucoup plus grand. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous parlez d'inondations. Mais les inondations, il y en a partout dans le monde. Mais comment aujourd'hui on gère cette catastrophe? Et il y a des initiatives de l'État qui ont été mises en place, notamment le projet de gestion intégrée des inondations, qui aujourd'hui permet à l'État de disposer des données de haute résolution pour voir un peu le sens d'écoulement des eaux, les zones inondables, les zones inondées, etc. Et ça, c'est un outil de planification. Ça permet de gérer la crise. Donc vraiment, l'État du Sénégal a beaucoup investi sur ces questions-là. Il n'y a pas que les inondations, il y a le foncier. Je peux faire référence au projet PROCASEF, c'est le projet cadastre et sécurisation foncière. Donc les exemples sont très nombreux, mais aujourd'hui, vraiment, on veut accentuer l'impact de tout ça. Et je pense que si on a le dispositif institutionnel comme on a aujourd'hui avec l'ASES, Sénégal Numérique SA, l'ANAT, le Centre de suivi écologique et tous les acteurs qui composent le CSE, je pense qu'on a les leviers sûrs pour pouvoir faire cette accélération qui est tant souhaitée par tous les acteurs. Je vous le disais, en titre, les jeux de hasard ou d'argent conduisent de nombreuses personnes en prison. D'autres vivent des situations très difficiles qu'elles ne peuvent partager. Une situation qui interpelle les parieurs sur le pourquoi Dieu interdit le jeu. Ndeye Fatou Cissé a posé la question au maître coranique Oustaz Ndiaga Ndiaye. S'il existe de nombreuses façons de jouer aux jeux de hasard et d'argent, les options se résument essentiellement en deux choses. Soit le joueur gagne ou il perd. Aujourd'hui, le jeu de tout genre prend des proportions très importantes dans le vécu quotidien de nombreuses personnes de confession musulmane. Et pourtant, la pratique est formellement interdite. Interrogé sur les raisons pour lesquelles Allah interdit les jeux de tout genre, Oustaz Ndiaga Ndiaye d'indiquer que la cause principale réside dans le fait que les jeux d'argent ou de hasard ont le don de tout détruire sur leur passage et que la pratique interdite, de même que la consommation d'alcool, s'accompagne le plus souvent avec d'autres aspects qui découlent de l'illicite, entre autres comportements bannis par l'islam. Les jeux d'argent et de hasard, une pratique qui n'est pas sans risque. Aujourd'hui, de nombreuses personnes croupissent donc en prison pour avoir trop misé sur la chance avec des sommes d'argent ou des biens qui ne sont pas les siens. Actualité internationale.
Ndeye Fatou Cissé, revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue des quotidiens. Sur l'international CDH, le président Donald Trump a nommé Susie Wiles, la directrice de facto de sa campagne victorieuse, au poste de chef de cabinet de la Maison-Blanche. La première femme à occuper ce rôle influent. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le président américain Joe Biden s'est engagé hier à assurer une transition pacifique et ordonnée avec Donald Trump, son prédécesseur et bientôt successeur à la Maison-Blanche. Le président élu Donald Trump a annoncé jeudi qu'il ferait de Susie Wiles, architecte de sa campagne, sa chef de cabinet à la Maison-Blanche. Susie Wiles vient de m'aider à remporter l'une des plus grandes victoires politiques de l'histoire américaine, a salué le républicain dans un communiqué. Il a souligné que la sexagénaire serait la première femme à occuper ce prestigieux poste, un honneur selon lui bien mérité. Actualité internationale. Des avions de combat F-15 sont arrivés hier jeudi au Moyen-Orient, a affirmé l'armée américaine. Ces appareils habituellement basés en Angleterre, dont le nombre n'a pas été précisé, sont arrivés dans la zone de responsabilité du CENTCOM, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, selon l'armée. Le ministère américain de la Défense avait annoncé la semaine dernière qu'il enverrait au Moyen-Orient des bombardiers, des avions de combat, des appareils de ravitaillement et des navires de défense anti-aérienne. Si l'Iran, ses partenaires ou ses groupes affiliés profitent de ce mouvement pour prendre pour cible le personnel ou les intérêts américains dans la région, les États-Unis prendront toutes les mesures nécessaires pour se défendre, avait alors mis en garde le Pentagone. Actualité internationale. Au Mozambique, des policiers appuyés par des militaires, des blindés et des chiens ont dispersé hier à l'aide de gaz lacrymogène des milliers de manifestants. Ceux-ci sont sortis dans les rues de Maputo à l'appel du principal opposant Venancio Mondlane qui dénonce depuis l'étranger les résultats des élections. La Cour pénale internationale a rendu public hier un mandat d'arrêt contre l'ancien chef de milice centrafricain Edmond Bena. Ce mandat avait été délivré le 7 décembre 2018, accusant le mis en cause de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en 2014. Actualité internationale. Des frappes aériennes de l'armée tchadienne dans une contre-offensive contre Boko Haram ont fait beaucoup de morts et de blessés dans les rangs djihadistes, a affirmé hier jeudi le président Mahamad Idriss Déby Itno dans une interview accordée à la presse présidentielle. Nous avons opéré plusieurs frappes aériennes sur la position de l'ennemi qui ont provoqué beaucoup de morts et de blessés, a-t-il déclaré en tenue militaire depuis la province du lac Tchad. Le président Mahamad Déby avait personnellement lancé l'opération Haskanit en riposte à une attaque du groupe djihadiste Boko Haram contre l'armée tchadienne à Barkaram, près de la frontière nigériane. Actualité internationale. Le Venezuela et la Russie ont signé jeudi des accords militaires et pétroliers qui, selon le président vénézuélien Nicolás Maduro, scellent la voie de la coopération entre les deux pays. Avec ces accords et ces contrats que nous avons signés, nous scellons et consolidons la voie de l'union et de la coopération entre la Russie et le Venezuela pour le reste des années à venir, d'ici 2030 et au-delà, s'est félicité M. Maduro lors d'une cérémonie au palais présidentiel de Caracas à l'issue de la réunion entre des délégués des deux pays proches alliés. Le vice-premier ministre russe Dmitry Tchernychenkov a auparavant souligné la volonté des deux pays de répondre pleinement aux besoins des forces armées vénézuéliennes. Et sport. Sur Radio Al-Fayda à Kaoula. – 12h32 à Lambo tout couleur, une page sportive que nous ouvrons avec la cérémonie de passation de service au CNG entre Birassène, le président sortant, et le nouveau président nommé Malick Ngom. Voici la première réaction de Birassène, le président sortant. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de mener cette activité, cette responsabilité. Je me rappelle le 5 novembre, date à laquelle j'ai été nommé en 2020 et j'ai pris service le 16 novembre. Et aujourd'hui, on est le 7 novembre, je rends le service ou bien je passe le service à monsieur le président Malick Ngom. Je rends grâce à Dieu parce que tout simplement, il m'a permis de passer ces 4 années sain et souffle et avec un mental encore solide. J'ai réussi parce que j'étais accompagné de personnes qui étaient engagées dans le bon vouloir de mener à bien et de développer la lutte sénégalaise. Ces gens-là, je les remercie vivement.
Bira Sène sur les 4 ans passés à la tête du CNG. Le nouveau président lance son appel au monde de la lutte. Maligom. Que de remercier également le président Bira Sène à la tête d'une équipe qui a travaillé pendant 4 ans pour relever un défi et pour booster le développement de la lutte. Dans ces 4 ans, il y a des acquis, il y a beaucoup de choses qu'ils ont pu faire pour développer cette lutte dans toutes ses formes. Je ne pourrais faire autre que les remercier. Je fais également que nous avons dans la même équipe d'autres acteurs qui étaient dans l'ancienne équipe et qui sont aujourd'hui dans la nouvelle équipe. Nous allons travailler en étroite collaboration avec ces membres de cette équipe, mais également avec tous les acteurs de la lutte, de quelque bord que ce soit. Donc nous ne reconnaissons pas qui était pour Bira, qui était pour Malik. Nous tendons la main à tout le monde, de quelque bord qu'ils viennent, pour qu'ensemble nous puissions travailler pour le développement et relever les défis. Donc voilà les quelques mots que je voudrais placer. En attendant la cérémonie d'installation, quand Madame le ministre va nous donner la feuille de route et nous pourrons avoir le temps de développer sur tous ces points. Football à présent, 4e journée de la Ligue Europa jouée hier. Hoffenheim et Lyon ont fait match nul 2 buts partout. Man United bat PAOK Salonique 2-0. Lazio de Boulaïdja bat Porto 2-0. Ajax d'Amsterdam écrase Maccabi Tel Aviv 5-0. Galatasaray bat Tottenham 3-2. Ludogorets s'incline devant les Espagnols. Atlético Bilbao 1-2. Début de la 11e journée de la Ligue 1 en France. Ce soir, Marseille reçoit Auxerre à 19h45 pour le compte de la 13e journée de la Liga espagnole. Rayo Vallecano reçoit Las Palmas à 20h. Deuxième journée, Bundesliga à 19h30. Union Berlin joue le Fribourg. 12e journée, Calcio italien. Lecce reçoit Empoli à 19h45. 10e journée, Saudi Pro. Al Hilal reçoit Al Ettifaq. Al Ahli reçoit Al Raït à 15h20. Al Riyad reçoit Al Nasr à 17h. La Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football qui se déroulera du 9 au 29 novembre représente une opportunité financière pour les clubs avec une dotation totale record d'environ 2,46 milliards. Cette compétition marque une hausse de 52% des primes par rapport à l'édition précédente. 12h35 tout de suite, la revue du quotidien. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue en 2 minutes 51 par Ndeye Fatou Cissé. En route vers les élections législatives du 17 novembre prochain, Dakar Times scrute ce matin la démarche de Jean-Baptiste Tine qui, par une gouvernance électorale innovante, met en place 13 mesures que liste le journal avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin. Et puis, assimilant une transhumance à outrance à l'aune des législatives vers Pastef, à ce qu'il appelle mbokmi politique, l'exclusif cite les maires Serigne Mboup, Moulay Gueye et El Hadji Malick Gueye qui embarquent. Point Actu lui pointe du doigt ces investis qui votent Pastef. Sam Sekadou entre Médina et Tivaouane dans le cadre de la campagne électorale soulève la criminalisation de l'homosexualité. Bougane insiste sur le silence de Sonko, relate dans sa parution du jour La Tribune. Amadouba à la une de Direct News met en garde Pastef afin que le parti d'Ousmane Sonko s'écarte de toute tentative de transfert d'électeurs dans les Niayes le jour du scrutin. Et puis mettant le focus sur le meeting de Pastef à Saint-Louis, le grand panel de mentionner à sa une, je cite, qu'Ousmane Sonko a fini de conquérir la ville saint-louisienne. Et puis Ousmane Sonko vu autrement par le quotidien dans ses activités de campagne. Le journal qui évoque les accusations, menaces et invectives du leader de Pastef semble cerner le personnage Sonko, un procureur en campagne barre à sa une. Le journal. Et puis à l'UCAD, l'informateur revient ce matin sur la violente manifestation notée dernièrement en Célie. Conséquence de la publication des restrictions sur les bourses. Culture s'intéressant à la 15e édition. Enquête parle d'un coup d'éclat à la Biennale dans la capitale sénégalaise. Au rythme de l'art, le président Diomaye à la une de 2 minutes pour lire l'essentiel. Le chef suprême des armées, hôte du camp Dial Diop, écrit ce matin le journal qui souligne à ce propos, je cite,
cite, que la République polie l'écusson des FDS. Pendant ce temps, un revers de la médaille dans les rangs. En effet, plusieurs journaux, dont Grand Place, annoncent le placement sous mandat de dépôt du colonel Chersar par le juge du 3e cabinet. Dans l'affaire d'escroquerie portant sur la somme de 12 milliards d'Oroguay, écrit la publication, entraîne dans sa chute le colonel Chersar. Et puis c'est intéressant également à sa une ce matin au double meurtre de Aziz Dabala et Wali. Grand Place de renseigner que la danseuse Naboulay a obtenu une liberté provisoire. Et voilà que nous terminons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus ce matin en jetant notre regard à la parution du quotidien Le Verdict qui annonce que la levée du corps de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre de l'économie, des finances et du plan, aura lieu le dimanche 10 novembre 2024 à 10h à l'hôpital militaire de Ouakam et que l'enterrement aura lieu à Nioro du Rip. C'est la fin de cette édition. Merci à Sidi Haj Dibas Mbaye qui a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Agaï. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. L'école élémentaire Fass Ridouane dans la commune de Kaolack avec ses 500 jeunes apprenants souffre d'un manque d'eau depuis 3 ans. Le président du comité de gestion de l'établissement, c'est une situation qui expose les élèves et le personnel à des risques sanitaires. Le projet de formation professionnelle PFPI lancé à Kaolack pour contribuer à l'amélioration des jeunes, un accès équitable à la formation, à l'amélioration au produit de la qualité de la formation professionnelle. Les jeux d'hasard ou d'argent conduisent de nombreuses personnes en prison, d'autres vivent des situations très difficiles. Pourquoi Dieu l'interdit, disent-ils? Fatou Sissé a posé la question au maître coranique Oustaz Ndiaga Ndiaye. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.